Lane est une série datant de 1998 et fut diffusée en 2001 en France par Canal+. Cette série réalisée par Yutaro Nakamura a laissé une empreinte indélébile dans l'esprit des spectateurs de l'époque. La plupart ne sont pas capables d'expliquer ce qu'ils ont vu, mais ils se souviennent du malaise et de la confusion laissée en eux suite à ce visionnage. 15 ans après, il leur suffit d'entendre le fameux « Present Day, Present Time » présent au début de chaque générique pour retrouver ce même sentiment de malaise. L'histoire débute sur le suicide d'une lycéenne. L'événement met toute sa classe en émoi, car chacune reçoit alors un mail post-mortem de sa part. Toutes, y compris Lane, une jeune fille silencieuse et introvertie qui semble peiner à communiquer avec les autres. Le mail qu'elle reçoit est des plus étranges et lui explique que même si la défunte a abandonné son corps, elle est toujours en vie au travers du réseau. Cet événement va pousser Lane à s'intéresser de plus près aux ordinateurs et au Wired, réseau équivalent de notre Internet, la faisant s'enfoncer de plus en plus loin jusqu'au fond du terrier en quête de réponses. Seront alors de la partie hallucination, apparition d'un double d'elle-même et drogue. Avare en réponse mais généreuse en question, la série va aborder de nombreux thèmes et il est difficile de la résumer. La haute portée symbolique de Lane rend la série perceptible de multiples manières et chaque spectateur en tirera une expérience et des ressentis différents. De toutes les analyses possibles de la série, j'ai choisi de me concentrer sur le thème de l'identité exprimée à travers le réseau. À mon sens, l'une des grandes thématiques de Lane est donc celle de l'identité. La série questionne le sens du moi de Lane et la phrase « Qui est Lane ?» résonne comme un refrain tout au long des 13 épisodes. La quête d'identité de Lane, qui se met à questionner la réalité autour d'elle, entre en écho avec la recherche de l'identité chez chacun d'entre nous. Qui sommes-nous ? Qu'est-ce qui nous définit ? Telles des couches superposées les unes sur les autres, nous nous définissons parfois au travers de nos goûts, de nos vêtements, des objets dont nous nous entourons. D'autres diraient que nous nous définissons par nos actes. Mais à terme, ce qui nous définit, c'est peut-être juste l'autre. Nous ne pouvons être témoins de notre propre existence et avons besoin d'un regard extérieur pour exister. Le regard de l'autre valide notre existence et nous juge en même temps. Au début de la série, Lane apparaît comme particulièrement détachée du monde qui l'entoure. Elle ne se connecte pas sur le Wired et ne consulte que rarement ses mails. Aux yeux de ses camarades, c'est comme si elle n'existait pas. Sa chambre est vide également, à l'image de ses relations sociales. Elle trouve du réconfort dans le monde de l'enfance, symbolisé par les peluches qui remplissent son lit. Ce n'est qu'à partir du moment où Lane va commencer à fréquenter le Wired et à se connecter qu'elle va réellement interagir avec les autres et donc exister grâce à eux. Mais bien vite, elle va délaisser ses camarades de chair et d'os pour se concentrer exclusivement sur ses relations entretenues sur le Wired. Quasiment un protagoniste à lui seul, le Wired est présenté comme un monde de réalité virtuelle qui réunit tous les moyens de communication créés par les humains. En 1998, Internet n'en était qu'à ses débuts, mais les Japonais connaissaient déjà bien cette notion de réseau au travers de leur téléphone, les Keitan Denwa, qui étaient déjà connectés à un réseau sans fil omniprésent. Ils servaient, entre autres, à naviguer sur des sites web spécifiques au téléphone, composés principalement de textes et donc d'informations brutes. Cette vision d'un réseau principalement destiné au partage d'informations, et par extension au pouvoir, a fortement influencé le Wired des parents Lane. C'était une avance technologique de 20 ans sur la nôtre, puisqu'à la même époque, en France, nous utilisions des portables 9 touches monochromes sans Wi-Fi ni Bluetooth. Lane proposait alors une réflexion très en avance sur son époque, la série se posant en visionnaire de ce que pourraient devenir les relations humaines avec l'avènement du réseau. Les limites seraient à redéfinir, le sens de la réalité à remodeler. Désormais, notre quotidien est le même que celui des Japonais de l'époque. Notre téléphone portable n'est jamais bien loin, et à travers lui, les contacts sociaux se font et se défont. Dans un monde où votre employeur peut trouver suspect de ne pas avoir de page Facebook, et où un propos malheureux sur Twitter peut vous conduire à un lynchage en règle, les réflexions véhiculées par la série sont plus que jamais d'actualité. Qu'on le veuille ou non, les ordinateurs font aujourd'hui partie de notre existence et ont modifié nos codes sociaux. Nos actes ont autant de poids en ligne que dans le monde dit réel, pour lequel nous avons inventé le qualificatif IRL. L'existence même de ce terme démontre l'omniprésence de ce monde virtuel qui, tel une deuxième peau, rythme notre vie. Cette nouvelle couche identitaire peut même prendre le pas sur ce qui nous entoure.
Le téléphone à la main, nous naviguons compulsivement sur les réseaux sociaux, dans l'attente de réactions à ce que l'on aura posté en ligne. Le nombre de likes sur Facebook, Instagram ou Tumblr devient malgré nous primordiaux, car ils sont quantifiables, contrairement aux relations humaines IRL. Nous avons beau savoir qu'ils ne nous définissent pas, nous ne pouvons nous empêcher de leur accorder de l'importance. Ils deviennent alors jurés de l'intérêt de ce que l'on fait, de ce que l'on dit, et par extension de ce que l'on est. Dans le livre de William Gibson, neuromancien, le réseau de ce monde nommé la matrice est décrit comme une hallucination consensuelle. Ces mots résument parfaitement la relation ambiguë que nous entretenons tous avec le réseau. C'est parce que nous choisissons de lui donner du crédit qu'il impacte nos vies, et chaque personne a une perception différente du réseau et de son importance, ce qui peut mener à des incompréhensions entre les gens. Ce média destiné à faciliter la communication entre les êtres humains peut alors devenir source de discorde et de frustration. Les appareils utilisés pour se connecter au réseau augmentent et amputent l'utilisateur en même temps. Car s'ils permettent de se relier aux autres, le texte ne peut pas toujours remplacer les sons, les odeurs, les mimiques et les gestuels. Pour pallier à ce manque, nous utilisons des images, des smileys qui cherchent à traduire, en quelques pixels, des émotions que nous ne pouvons pas toujours verbaliser. L'informatique, binaire, ne peut donc pas remplacer le monde réel, du moins pas sous sa forme actuelle. Se connecter au réseau par la pensée. Devenir partie intégrante d'un réseau où les informations se font et se défendent d'elles-mêmes, à l'image de la noosphère, le monde des idées théorisé dans les années 20. Être capable de l'utiliser sans passer par le moindre appareil, sans la moindre interface entre soi-même et le réseau. Cette idée folle est l'étape suivante logique d'une quête d'authenticité dans l'utilisation du réseau qui est mise en scène dans Lane. Usant de capacités qui lui sont propres, ainsi que de composants particuliers, l'héroïne est capable de naviguer sur le Wired par le simple pouvoir de sa pensée. On verra par la suite l'apparition d'un personnage décédé dans le monde réel, mais bel et bien présent sur le réseau, où il aura téléchargé absolument tous les composants de son identité. La série pose alors de nombreuses questions. Sans la machine pour faire interface, ne risquerions-nous pas de perdre le sens du moi et donc de notre identité ? La machine ne serait-elle pas nécessaire pour conserver les limites ? Si le réseau est accessible par l'esprit, qu'est-ce qui le rend différent du monde réel perçu avec le même organe ? Dans Lane, l'existence est également mise en parallèle avec les souvenirs. Notre sens de la réalité se base uniquement sur nos souvenirs et nous n'avons aucun moyen de prouver que nos souvenirs et ce que nous considérons sans aucun doute comme étant le monde réel n'est pas une hallucination. La série se plaît à nous faire douter et le malaise est présent dans chaque image d'un monde oppressant, rythmé par le bruit des câbles électriques et l'ombre omniprésente du réseau. Au final, sommes-nous réellement différents des machines ? Ne serait-il pas possible de coder toutes nos réactions ? Qu'est-ce qui prouve que nous existons, que nos souvenirs sont bien réels ? Peu à peu dans la série, les actions effectuées dans le Wired ont une action directe sur le monde tangible qui l'entoure. Transposée dans le réseau, Lane est omniprésente, elle sait tout et voit tout. Elle est liée à chacun et pour les autres, la solitude n'est plus possible, pas plus que la vie privée. Cette vision entière et presque cyberpunk du réseau trouve ses sources dans plusieurs influences marquantes de l'époque. En 1999, Internet commençait à se démocratiser, mais le Wired de Lane n'y fait jamais référence et préfère citer le projet Xanadu, projet imaginé dans les années 1965 par Ted Nelson. Son fonctionnement et ses fondations étaient différents du net tel qu'il existe aujourd'hui, où l'on se contente, au final, de simuler le papier et le crayon sur nos écrans. Le Xanadu se voulait multiforme et permettait de consulter simultanément plusieurs sources d'informations sans qu'elles ne soient jamais altérées ou perdues. Ce projet ne vit cependant pas le jour. Trop en avance sur son époque, il fut mal compris et remplacé par Internet lors de l'avènement du protocole HTTP. Si le Wired s'appuie sur le Xanadu plutôt que sur l'Internet, ce n'est pas tant pour son fonctionnement que pour la portée symbolique de ce concept. Basé sur le Xanadu, le Wired est alors un réseau différent d'Internet dans lequel Lane se projette physiquement. De même, les ordinateurs du monde de Lane, les Navi, sont inspirés non pas de nos ordinateurs, mais plus de concepts fantasmés, tels que le Knowledge Navigator. John Sculley, le PDG d'Apple dans les années 1980, a décrit dans son livre Odyssée une vision de l'avenir où les ordinateurs permettraient de communiquer avec n'importe qui sur Terre et utiliseraient des agents intelligents pour chercher des informations sur la toile. Ces idées donneront naissance plus tard au PDA, le Personal Digital Assistant.
L'informatique présentée dans Lane semble au premier abord complètement fantasmée et loin de la réalité. Et pourtant, si notre technologie n'est pas celle du monde de Lane, nos interactions sociales, modulées par l'utilisation du réseau, s'en rapprochent terriblement. La série a beau avoir été produite en même temps que les balbutiements d'Internet, elle présage avec une troublante exactitude l'évolution des relations humaines au travers du réseau. Les idées évoquées dans le monde de Lane s'appuient aussi sur des faits avérés, tels que la résonance de Schumann, un champ magnétique aux fréquences extrêmement basses de la Terre qui la recouvre dans sa totalité. La série suggère que la connexion de tous les êtres humains de la Terre, qui, coïncidence, avoisinent par leur nombre les neurones d'un cerveau, permettrait l'accès à l'inconscient collectif, concept théorisé par Jung. Pour utiliser un réseau, il faut un protocole, et celui-ci se nomme Protocole 7. Invention qui vise à brouiller encore plus les limites entre le monde réel et le réseau, le Protocole 7 fait l'objet de nombreuses expériences et n'est pas approuvé par tous. Sans se projeter dans une incroyable conscience collective qui réunirait instantanément tous les êtres vivants, on peut bel et bien constater qu'aujourd'hui les idées s'échangent de plus en plus vite, et qu'à peine un événement est-il survenu que l'information traverse le monde entier. La conscience collective semble être ce vers quoi nous tendons sans l'avoir officiellement décidé. Cette évolution globale ne serait pour certains pas le fruit du hasard et serait forcément pilotée par une force supérieure qui pourrait être d'origine extraterrestre. Lane fait ainsi référence au ECCO, Earth Coincidence Control Office, ainsi qu'au Majestic 12, organisation dont la réalité historique n'est pas avérée, mais qui a néanmoins laissé une empreinte importante chez les fans d'OVNI. Dans Lane, l'utilisation de la figure de l'alien ouvre la voie à plusieurs théories, ma favorite étant qu'elle représente ce qui a été créé par la conscience collective, à l'image d'un fantastique tulpa, créature surnaturelle existant grâce à ceux qui croient en elle. Peu importe que l'alien ait réellement existé ou non, si le monde croit en lui, alors il existe, et il en va de même pour Lane ainsi que pour le statut de dieu du Wired. Cette conscience collective est également évoquée dans le livre Siberia de Douglas Rushkoff, livre sorti en 1994, qui a donné son nom à la boîte de nuit fréquentée par Lane et ses amis dans la série. Un endroit où la technologie est omniprésente et où l'on peut se procurer des drogues informatiques, comme l'Axela, qui accélèrent la perception du temps et rapprochent ainsi l'utilisateur du Wired et de la conscience collective. La série se plaît à régulièrement utiliser des images filmées qui tranchent avec l'animation. Ces images, qui font écho à notre réel, créent un sentiment de décalage chez le spectateur, tout en étant suffisamment familières pour créer un certain sens du vécu, qui valide inconsciemment les informations qui nous sont assénées. Le monde de Lane n'est pas le nôtre, mais il ressemble suffisamment pour que nous y croyions. Tout comme Matrix le fera des années plus tard, Lane questionne, à terme, les limites de notre perception de la réalité et du monde qui nous entoure. S'il devenait possible de se connecter intégralement par l'esprit au réseau, que resterait-il de légitime à l'IRL pour conserver son statut de monde réel ? Bien que datant de plus de 15 ans, Lane est une série qui a bien vieilli et dont le propos reste aujourd'hui très pertinent et d'actualité. Il est troublant de constater l'exactitude des prédictions d'une série qui ne se prétend pourtant pas particulièrement visionnaire. Internet occupe aujourd'hui une place centrale dans nos vies, et notre identité ne se limite désormais plus au monde réel qui nous entoure. La solitude devient denrée rare, et, perpétuellement connectés, nous nous confrontons également sans cesse au regard des autres. L'humanité cherche à diminuer autant que possible la barrière entre réel et virtuel, mais dans quel but ? Peut-être Lane nous prévient-elle de ce travers et cherche à nous faire prendre conscience d'une évidence que nous savons tous au fond de nous. De la même manière que nous ne pouvons être définis uniquement par nos vêtements ou notre métier, nous ne pouvons être résumés à la notoriété de notre avatar. Peu importe le succès obtenu sur Internet lors d'un post ou d'une vidéo, nos actions sont importantes même sans témoin, nous existons d'abord pour nous. I don't think we've even seen the tip of the iceberg. I think the potential of what the internet is going to do to society, both good and bad, is unimaginable. I think we're actually on the cusp of something exhilarating and terrifying. It's just a tool, though, isn't it? No, it's not. No. No, it's an alien life form